Notre vision actuelle de Mafat est quand même une vision récente. Même si les paysages sont toujours là, les mêmes. Cet éloignement, cette vie en communauté restreinte, peut-être, est typique du marronnage. L'esclave marron qui s'enfuit de sa plantation, il va aller dans l'endroit le plus reculé pour être sûr de ne pas être retrouvé. Donc quand on arrive, quand on débouche au Maïdo ou au Grand Bénard et qu'on tombe sur les Siacs, tout de suite c'est voilà, une immensité de possibilités de vie pour eux. Marronnage, non, pas vraiment. On n'a jamais trop entendu parler de ce terme surtout. On nous disait que c'était pour se cacher dans les forêts et tout ça. Et voilà, après, on ne connaît pas trop l'histoire. C'est nos ancêtres surtout. C'est nos ancêtres. Au milieu donc des horreurs de l'esclavage, il y a des hommes, des femmes, des enfants qui se sont levés et qui ont dit stop, on arrête, on s'en va, on n'accepte pas ce système, on reprend notre liberté et pour de bon. En général, alors il y a deux catégories de marrons. Les petits marrons, c'est ceux qui partent pendant moins d'un mois. Le grand marron, la grande marronne, c'est quelqu'un, c'est un esclave qui prépare son départ. C'est un projet de vie, c'est un projet définitif. Ils préparent ça pendant longtemps, généralement d'ailleurs à plusieurs, et ils organisent ce voyage, ils organisent ce départ avec beaucoup de soin, et ils ne reviennent jamais. C'est plus nos parents qui nous racontaient qu'il y avait des esclaves, mais eux-mêmes, ils n'ont pas vécu ça, ils n'ont pas vu. Voilà. Après, peut-être les grands-parents ne les racontaient pas beaucoup non plus. Et nous, on connaît un petit peu l'histoire, un petit peu vague. On n'a pas été trop informés sur ce sujet. Non, ils ne nous parlaient pas de ça, de marronnage, mes parents ne parlaient pas ça. Après, les enfants, ils apprennent ça à l'école. Quand ils arrivent à l'école, ils apprennent ça à l'école. Donc, pour eux, c'est bon. Ces deux femmes-là, Simon Gavol et Marielle, elles avaient leur place au conseil des rois marrons. Il y avait 12 personnes, dont 2 femmes. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient un sacré caractère. Ah oui, forcément, elles avaient du caractère. Ils étaient intelligents, ils faisaient des stratégies. Pourquoi? Pour savoir se défendre, comment survivre. Pour échapper aux colons. Voilà. Pour échapper aux colons, c'est ça. La légende. Oui, c'est la légende qui raconte qu'il y avait le cimetière des Marrons. Et qui c'est qui gardait le cimetière? Simon Gavol et Matouté. Simon Gavol et Matouté. Voilà, c'est exactement ça. Ce que je souhaite vraiment, c'est que les enfants, que ce soit les petits Mafatés ou les autres enfants à La Réunion, je souhaite que les enfants connaissent l'histoire de ces endroits-là. Parce que quand nous connaissons où ça nous sort, nous connaissons où ça nous va. Allez, va rejoindre maman. Elle doit être en train de taper, ma chérie. Je suis réunionnaise. Ce qui m'a amenée ici, d'abord, c'est l'amour de Mafat, et l'amour de ses habitants, et le besoin d'exercer vraiment mon métier, d'avoir un réel rôle éducatif. Chose qu'on peut de moins en moins faire dans des classes normales parce qu'il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup de particularités. Et j'avais besoin de renouer un peu avec ce contact privilégié avec les enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai dans la main? Des libellules. C'est pas des libellules, ce sont des libellules. On les compte? 10 libellules sur la page. Du côté de la mare, un beau jour de printemps. Le bâtiment qui est derrière moi, c'est l'école de la Nouvelle, qui s'appelle l'école André Bègue, qui porte le nom d'un pilote d'hélicoptère mafaté,
qui a joué un gros rôle sur le désenclavement de Mafat. C'est au top qu'on part. 1, 2, top. Vas-y. Allez, top. Les écoles à Mafat, c'est l'école comme elle devrait être partout ailleurs. C'est l'école de l'entraide, c'est l'école de proximité, c'est l'école où l'enseignant peut faire son travail. Allez, on fait le bruit des jours de la semaine. Mardi aussi, tu peux le prendre? Ok, on continue? Il peut y mettre toute sa passion, il a le temps pour les enfants, qu'elle ne change pas cette école surtout. Je veux pas qu'elle évolue, elle est belle comme ça. Et le petit dit pouce. Ah, on est bien là tous ensemble. Hein. Ma mission est de faire le tour des îlettes et de remplacer les enseignants quand il y a des besoins. Donc j'aime autant l'école de la Nouvelle que celle d'Horaire, que celle de Roche-Plate, etc. Chacune a sa particularité et chacune a son ambiance parce que cette ambiance est donnée par les habitants qui y sont. Chaque îlette est complètement différent. Ce que j'aime, c'est ce contexte très particulier de Mafat. Il y a un poids historique qui est vraiment très présent dans Mafat et c'est ça que j'aime. Une reine marronne, c'est une responsable politique, c'est une responsable sociale et elle assure son rôle jusqu'au bout. En tout cas, le personnage emblématique de Mafat, c'est Rariane. Son nom veut dire, en malgache, si on interprète en malgache, ça veut dire celle qu'on souhaite inonder de lumière, celle qu'on souhaite emplie de clarté, de soleil. Ariane, Ari, veut dire soleil. Ce qui est intéressant dans Rariane, c'est la célébration de celle qu'on pensait être la femme de Mafat. Donc un personnage déjà coloré et très connu dans la tradition, dans la légende réunionnaise. Donc quand on célèbre cette marronne-là, en fait, je trouve qu'à travers Rariane, ce sont toutes les marronnes qui sont célébrées. Lily, tu vas ? La première école dans Mafat, c'est à Grand Place, qu'on appelle maintenant Cayenne. Du côté Saint-Paul, on en trouve à Marla, on en trouve à Roche-Plate, bien évidemment, on en trouve aux Orangers, on n'a pas au Latanier. On va à l'îlette des Orangers. On accompagne les enfants. On a 3 gamins aujourd'hui. On a Jérémy, Lily et Triana. Bof, ils pensent que chaque matin, c'est un peu difficile au départ, mais dans le sentier, ça râle un peu, mais ils progressent beaucoup. Mais à l'école, ils apprennent bien. Ils aiment l'école, les enfants. Ils ratent jamais l'école, surtout la plus petite. Si on les laisse partir, sans les pauses, ils montent à une heure. Parfois, mais moins d'une heure. Quand on monte assez vite, quand on ne fait pas de pause. Et quand il y a, si c'est tous les petits, parfois qui nous ralentissent. Mais sinon, on monte assez vite. Enfin, un touriste, ça dépend. Il y en a qui vont râler pour mettre au moins 1h30, 2 heures pour monter. Ce matin, j'ai vu au moins 7 touristes. Parfois, on nous dit si on y va quelque part, on nous dit à l'école. Il nous dit si on y va à l'école. On leur dit oui, tout ça. Il nous a dit si l'école c'était bien, on a dit oui. Il faut imaginer que les sentiers des marrons étaient réutilisés en fait, parce qu'ils trafiquaient tellement partout, il y avait des traces. Et c'est sûr qu'après, quand les petits blancs sont arrivés, ils ont sans doute créé des nouveaux sentiers, mais certainement qu'ils ont utilisé ceux des marrons aussi. Moi, je croyais que tu étais encore tout en bas de la rivière. Bye. Les instituteurs qui restaient, ils n'étaient pas tous volontaires. Donc pendant l'année où on les envoyait à Mafat, ils allaient enseigner, mais après ils partaient. Comment voulez-vous créer des liens avec ça?
J'ai rencontré heureusement des instituteurs qui ont eu envie de rester, qui ont pu créer des liens de confiance avec les familles, avec les enfants. Et ça me paraît bénéfique pour tout le monde, quoi. Tout le monde est gagnant là-dedans. La famille, l'enfant qui peut aller en confiance au collège et l'instituteur qui a réussi à créer des liens dont il reçoit les bénéfices lui aussi. Je pense que les premiers élèves qui sont descendus dans les BAP au collège, c'est au moment où le collège Raymond Vergès s'est ouvert à la possession. C'est les premiers élèves qui sont descendus là-bas. Évidemment, avec une méfiance importante à l'époque de la part des familles mafataises qui n'avaient pas l'habitude de voir partir leur marmaille. Même moi aussi j'ai vécu ça. On était au primaire ici, après pour aller au collège, on a quitté nos parents. Tu arrives chez des gens que voilà, c'est des étrangers pour toi. Oui, c'est dur quand tu vois les autres, ils ont leurs parents et toi t'as pas les tiennes. Voilà, c'est dur. Après nous on a de la chance que nous on pouvait descendre aller voir le nôtre. Mais quand dans le temps de moi, avec mes parents, ils travaillaient aussi, ils ne pouvaient pas venir nous voir. Mais après voilà, quand tu pars au collège, tu es tout petit, tu as 10 ans. Nous, on essaie, comme tu as une activité, il faut bien que tu travailles pour payer la famille d'accueil. Donc, nous, on descendait régulièrement pour aller les voir. À ma fête, je vivais super bien. J'étais avec ma famille, tous mes cousins, mes cousines, ma sœur, mes tantes. C'est sûr que cette transition fait un petit choc émotionnel. Je ne l'ai pas très bien vécu au début parce que à l'âge de 10 ans, on t'enlève de tes parents. Mais après, tu es consciente que si tes parents ne viennent pas avec toi, c'est pour ton bien et pour qu'ils continuent à travailler et réaliser tes rêves. À l'heure d'aujourd'hui, sans mes parents, je ne serais pas là et je ne pourrais pas être pilote privé hélico sans eux. Mon métier à l'heure actuelle, c'est d'être, on appelle ça helper ou assistant de vol. Donc c'est d'être constamment avec le pilote et de partir en mission en travail aérien pour ravitailler les mafatés ou autres types de missions, des entreprises, éteindre les feux, etc. Généralement, c'est vraiment principalement le ravitaillement des mafatés et puis vient autour qui s'agrippent à notre planning des entreprises comme des entreprises qui viennent pour l'eau, pour l'électricité, des mairies, etc. Pour transporter tout type de choses qu'on ne peut pas transporter à autre part qu'avec l'hélico en quelque sorte. L'hélicoptère qui apporte les panneaux solaires, c'est l'hélicoptère qui apporte tout le matériel, l'électroménager. Il y a partout des frigos et du matériel de cuisine moderne. Forcément, avec la centaine de gîtes qui existent actuellement, il faut bien les équiper. Donc c'est l'hélicoptère. Mafat doit tout à l'hélicoptère. L'hélicoptère était très important pour moi, pour mes parents, pour ma famille, parce que ils ont tous des gîtes, ma famille, et du coup pour transporter les courses et même des choses super lourdes, etc. C'était très important pour nous d'avoir un hélico, et même si on peut se déplacer à l'instant T parce qu'il arrive quelque chose à notre famille ou j'en sais rien à quoi, on a besoin de l'hélico pour arriver instantanément à notre voiture, donc c'est important pour nous l'hélico. Il est dans la ravine apparemment la petite maison et tu le déplaces de l'autre côté du parc Cerf en bas de chez moi là. Tu dois la prendre en face de l'église, c'est ça? Ouais, tu dois la prendre en face de l'église et tu l'amènes de l'autre côté du parc Cerf. D'accord. Sans l'hélico, on ne pourra jamais transporter tout ça. Donc oui, c'est vrai, il y a plein de monde des fois qui se plaint de le bruit de l'hélico et tout, qui sont chiants pour eux, mais les mafatés, sans l'hélico, ils peuvent vivre, mais pas bien non plus. L'hélico, pour eux, c'est comme la voiture.
Notre planning peut varier vraiment d'une minute à l'autre. À l'instant T, il y a un appel qui peut déclencher une autre mission. Et nous, c'est ça le travail aérien, c'est qu'il n'y a rien de vraiment programmé en amont. C'est vraiment à l'instant T ou la veille pour le lendemain. Là, d'où vient le rêve de Rachel, qu'elle voyait ce fameux hélico d'Élie Lagon. Elle était toute petite, elle avait 4 ans. Et c'est marrant que c'était l'hélico qui faisait le ravitaillement de la cantine de Marla. Et là aujourd'hui, pour nous, c'est une fierté quoi, que tu vois, depuis tout petit, elle voyait les hélicos et aujourd'hui, elle est dans cette compagnie. Il faut savoir que les études de pilote d'hélicoptère, si tu ne vas pas dans l'armée, c'est des études qui coûtent super cher et qui n'est pas accessible à tout le monde. Et moi, mes parents, ils ont bossé dur pour pouvoir me permettre de me payer cette formation qui a un coût assez dingue. Et donc, sans eux, je ne serais pas là, clairement. Oui, c'est une fierté. Que déjà, elle est toute jeune. Et que elle a fait le grand pas déjà, elle a commencé à voler ici, après elle est allée en métropole pour continuer sa formation. Et qu'elle a montré aux autres qu'elle était capable d'aller voler aussi en métropole. Oui, c'est une fierté. Je suis fière d'elle parce que je veux dire qu'à l'école dans ma FAT, après aller jusqu'au lycée et l'université, et après un truc comme ça, je suis fière d'elle parce que vraiment elle a compris qu'il faut aller en avant. C'est pas seulement les gens de la ville qui peuvent avancer, hein. Les gens de ma FAT peuvent bien avancer aussi. Si on veut, on avance. Là, nous sommes posés au hangar de Mafat Hélico, où André Bègue a créé cette boîte. Et c'est ce monsieur qui m'a transmis cette passion pour l'hélico depuis toute petite. C'est vraiment lui qui a implanté Mafat Hélicoptère dans Mafat et qui a voulu subvenir aux besoins des Mafatais, je pense, parce qu'il est originaire de la Nouvelle. Donc je pense que lui, il a voulu faire ça pour les Mafatais. Et c'était un monsieur très généreux et qui pensait à tout le monde dans Mafat. C'est mon frère André Bègue qui a permis, en tout cas, aux Mafatais de pouvoir évoluer dans leur métier qui est le tourisme et puis de construire leur maison tout simplement plus vite et plus facilement. Il a aussi permis aux Mafatais de payer une rotation au forfait et non pas à la minute comme ça se passe dans toutes les compagnies, beaucoup de compagnies ailleurs, quoi. Non seulement il aimait les gens de Mafat, mais il aimait aussi ce cirque d'où il est né, quoi. Il a grandi, il a évolué ici dans Mafat. Et puis je pense que Rachel, comme beaucoup d'autres qui veulent être pilotes, c'est vraiment être au service de cette population mafataise. Je crois que pendant longtemps, les habitants de Mafat ont été considérés comme des non-civilisés. Dieu merci, heureusement, ça a changé et on reconnaît finalement que nous sommes tous les mêmes. Dans le cadre de mes recherches, j'ai découvert d'autres archives, notamment les rapports de détachement des chasseurs de marrons. Donc c'est une source importante pour nous archéologues et les historiens en général. Donc ce sont les seuls documents qui documentent les lieux où les marrons se sont installés. Donc pour le secteur de Mafat, on a pu retrouver quelques archives. Malheureusement, la majorité ont été détruites. Donc il nous reste quelques archives entre 1742 et 1753 environ. Donc on sait notamment que François Mussard, un des célèbres chasseurs de marrons, a découvert des camps ici, au Bonchard notamment, à l'Îlette des Lataniers et dans la zone un peu plus haute que le Bonchard. Donc par exemple en 1747, il se rend dans ce secteur et il découvre un camp de 7 cases dans cette îlette et une habitation. À cette époque, le terme habitation fait référence à une plantation, c'est-à-dire vraiment un lopin de terre qui est cultivé.
Donc là, ils trouvent du maïs, des patates, etc. Et vraiment une présence de marrons, ils trouvent des marrons. Et il revient plus tard en 1751. Il y a toujours des marrons dans ce secteur. Et là, il tue une femme malgache qui s'appellera Ariane et une autre qui s'appelle Catherine. Il y a eu 2500 marrons au maximum vers les années 1830 pour toute la Réunion. Il y a eu des camps, bien sûr, mais camps, ça veut dire défensif. Les villages aussi étaient défendus, mais il y avait de véritables lieux de vie. Ça, on l'a découvert. Quand vous avez quand même 60 habitations sur un lieu, on ne peut plus parler de camp, là. Je veux dire, surtout dans les temps anciens, c'est un village. Et c'est là où il faut parler du rôle très important des mafataises, des femmes dans le système du marronnage. Parce que sans femmes, il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'installation. La marronne, la mafataise, à la base, c'était une marronne, une guerrière. Voilà. Qui protège les camps? Qui protège les villages quand les hommes ne sont pas là? Les hommes peuvent partir à tout moment, ils peuvent mourir à tout moment. Qui s'occupe à ce moment-là de la survie des femmes? Le marronnage ne concernait pas que les hommes, bien sûr, il concernait aussi les femmes. Une fois en liberté, on apprend que la majorité des femmes, c'était des malgaches. Et ensuite, on voit qu'il y a une certaine résilience. Un non catégorique, elle ne veut pas être reprise, quoi. Elle préfère se jeter du rempart que d'être reprise. Qui est brutal, mais qui montre la force quand même, la force d'esprit qu'il faut avoir pour se jeter du rempart, là. Sachant qu'on va mourir, mais on va mourir libre. Je crois qu'il y a autant de marronnes que de marrons dans l'histoire du marronnage à La Réunion. On ne se rend pas compte parce qu'on ne parle souvent que des hommes. Cependant, les femmes ont été pratiquement aussi nombreuses que les hommes. Même si on ne se souvient plus tellement des premières marronnes de Mafat. À Mafat, dans la plupart des cas, on vit toujours dans des maisons isolées, on utilise toujours le bois comme chauffage et ainsi de suite, ainsi de suite. Et je crois que cet esprit de marronne, elles l'ont gardé. Là, je fais bouillir les chouchous pour faire une salade de chouchous. On a des chouchous depuis avril. Et on a jusqu'à fin septembre, début octobre, on a encore des chouchous. Tout ce que je peux utiliser dans la cour, je prends. Puis sinon, après, il y a le garçon qui vient à la salade aussi, la salade est dessus, donc je prends un peu avec lui. Et puis, bon, on a de la salade. Il y a 20 ans hier, c'était plus cultivé parce qu'on plantait des lentilles, des haricots, des petits pois. Tout ça, mais comme on n'avait pas des randonneurs qui venaient, donc on n'avait pas vraiment des touristes, celui-là, on l'emmenait au marché, à Silaos ou bien à Salazie, et puis on vendait, et pour ramener ce qu'on avait besoin, du sel, du café, tout ça, on ramenait ça, on l'achetait avec ce qu'on produisait, on vendait. Mais maintenant, on n'a même plus pour vendre. À la vôtre. À votre santé, soyez bienvenus. Merci beaucoup. Désolé. Longtemps vous êtes ici? Je suis née ici. Ah, ok. Ouais. C'est la maison familiale. Bon, non, on a construit la maison après, on va se marier après. Okay. Mais la maison familiale, c'était une maison en paille, c'était pas une maison en tôle. Ici, à cet endroit? Pas à cet endroit, c'est à côté, pas trop loin d'ici, mais dans le village. Voilà. Afin de s'affranchir d'un risque potentiel. Ici, c'est la doyenne, à Marla. Je pense que beaucoup l'admirent, hein, surtout. Hein. Même les autres ilettes, on entend parler d'elle et oui, c'est une grande dame. C'est une grande dame. Elle fait le rôle d'entreprise, elle fait le rôle de maman, elle fait le rôle de papa, elle fait le rôle de mamie, elle fait le rôle de tout le monde. Donc c'est une salade de chouchous du jardin. Génial. Oui. C'est comme, ça ressemble à une poire à peu près, ouais, comme une poire. Un peu, ouais.
je croyais que c'était des Christophines. Mais c'est ça même, c'est la Christophine. Mais on la cuisine pas du tout comme ça, c'est bon. Il y a une fois par tous les 15 jours à peu près à l'année. Je suis sérieuse, hein. Voilà. Grain, Merci. C'est bien. C'est comme ça. Voilà, c'est fini quoi. Ouais. Super bon. Merci. Super. Merci. Et tu emploies quelqu'un de ta famille? Mais est-ce que, par exemple, des fois tu prends des saisonniers ou pas? Non, des saisonniers, non. Il n'y a pas besoin. Non, Ça suffit comme ça. Mais j'ai toujours travaillé moi tout seul. Là, j'ai embauché la fille, mais j'ai toujours travaillé moi tout seul. Là. Et vous? Les femmes de ma femme sont dynamiques. Tu travailles comme un homme. Toutes les femmes, ils travaillent maintenant. Longtemps, les femmes, un peu, ils ne travaillaient pas, mais maintenant, toutes les femmes, ils travaillent. Soit ils s'occupent du gîte, soit ils travaillent la terre, soit ils ont ça. Toutes les femmes maintenant ils travaillent. Mais longtemps, c'était pas vraiment, les femmes ils travaillaient pas trop longtemps. C'était plus les hommes à aller travailler et les femmes restaient à la maison. Et maintenant, toutes les femmes, s'il faut aller travailler, il faut râler un bout de bois, il faut couper un bois, les femmes le font maintenant. Vraiment, les femmes sont vraiment dynamiques dans ma fête. Pour toutes les femmes qui travaillent comme ça, je suis contente parce que on ne fiait pas vraiment sur un homme pour. Si par exemple l'homme demain matin il n'est pas là et on a besoin de faire quelque chose et s'il n'est pas là, qu'est-ce qu'on va faire? On va rester, on va attendre? Non. On va essayer de faire nous-mêmes. Mais donc c'est depuis la seconde moitié du XXe siècle que les choses ont véritablement changé. C'est l'arrivée de l'ONF qui a changé et qui a mis en œuvre une gestion de la population pour maintenir la possibilité d'entrer dans ma fac, de parcourir ma fac, d'exploiter la forêt, le bois qui était exploitable, de permettre à des visiteurs d'arpenter ce territoire. Enfin, voilà ce qui s'est passé en fait. Depuis en 2001, je suis vraiment dans le gîte. Donc ça fait presque une trentaine d'années quand même. Mais avant, je travaillais un petit peu avec les gens qui passaient comme ça, qui venaient me demander un service pour faire un repas comme ça. Et ça m'est venu l'idée de faire le gîte après. Ça commençait à faire un petit peu les randonnées. Donc comme les gens cherchaient de la place pour dormir et qu'il y avait pas assez, donc les gens ont construit au fur et à mesure. Plus il y en a, plus ils ont construit. On était petits, il n'y avait pas beaucoup. Déjà, il n'y avait pas beaucoup de gîtes en Irlande, il n'y avait que 2 gîtes. Il y avait celle de ma maman et celle de Paulina. Et là, oui, de plus en plus, il y a plus de monde. Parce qu'on a construit le gîte, moi avec mon mari, mais tout petit peu, doucement. On a fait un dortoir, on a fait le 2e dortoir, on a fait le 4e dortoir. On est arrivé à 32. En 32, on est arrêté. Et je suis fière d'être là, à être gîteuse et de faire vraiment ce que je fais. Moi, je trouve que c'est extraordinaire parce que ça prouve que les femmes sont aussi capables que les hommes et qu'on a un peu les mêmes envies qu'un homme, quoi, en fait. On peut arriver à développer une entreprise, à tenir une entreprise toute seule. Et Paulina est une belle référence. On suit un peu son parcours, on essaie de suivre son parcours. Quand elle nous raconte son enfance, c'est une femme qui a toujours travaillé quand elle était petite jusqu'à maintenant. Voilà, elle a formé son entreprise elle-même, de petit à maintenant. Ouais, j'admire parce qu'elle est à tous les fronts, elle. Elle est à tous les fronts et puis c'est quelqu'un qui baisse pas les bras comme ça, quoi. Malgré la difficulté, on va dire les difficultés qu'on rencontre, elle baisse pas les bras, elle abandonne pas, elle avance. Ça, c'est extraordinaire.
Je m'appelle Beg Chantal, donc je suis mafatais, j'habite à La Nouvelle et j'ai souvent œuvré aussi pour les habitants qui sont en difficulté. Anne-Moune! Bonjour, vous allez bien? Ça va, monsieur Samuel? Ça va? Monsieur Pierrot, vous allez bien? Oui. Alors, madame Théa, on a un papier pour remplir ou pas? Non. Non, il y a un papier des impôts? Oui. Ok, ben bon, ben, il va garder alors. Oui. Du coup, là, pas besoin de rien, La Nouvelle. Bon alors? Ouais, bon. Ok. Moi, je suis là pour entendre mon téléphone là-haut. Ouais, ben c'est là au téléphone à moi, de toute façon, il n'y a pas de souci. Chez Gilbert, tout ça, pas besoin de rien. Tu as besoin Audi, puis comme il passe, il prend. Voilà, de pain, tout ça, celui-là, besoin, comme il monte, il prend. Hein. Ouais. D'accord. J'aidais déjà les gens avant, mais c'était pas via Internet du coup, parce qu'avant c'était tout format papier. Donc il y a plus de 30 ans déjà, je faisais déjà pour les anciens ici, pour mes oncles, les cousins et puis les gens qui ne connaissaient pas faire les démarches administratives version papier. Donc je faisais déjà pour les gens comme ça. D'un temps, nous et puis comment tu t'es lavé, mais seulement c'est fait que tu venais trop vieux, ni aspect, mais ni voit, ni Dieu ne se manque, il passe encore, mais quand elle est arrivée, elle met en place, ben, elle a vu notre papier, tout et puis bon, là, elle est occupée, elle a fait son anneau en bas, là, elle a rendu tous nos papiers, la carte d'identité, elle a bien arrangé encore. J'y ai vécu, je connais ces problèmes que les gens rencontrent, donc mon but c'est d'être vraiment avec la population. C'est aussi pour ça, c'est beaucoup pour ça, c'est pour le lien social justement, pour être avec les gens, pour être avec cette population que j'affectionne depuis que je suis née en fait. Hein, voilà. Bah, du coup, ça casse 2 mandarines Théa, et puis après m'échappe parce que moi on a un peu de boulot à faire à la case. Je vais me mettre dans mon sac. Non. Ils veulent garder ce mode de vie parce qu'ils sont aussi à l'écart. Hein, donc après, eux, ils n'ont jamais voulu faire de gîte. Ils ont toujours choisi jusqu'ici de vivre simplement, ce qui est très bien. Et c'est sûr que ça nous rappelle la vie longtemps parce qu'à cette époque, c'était comme ça. Peut-être un peu plus difficile même parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas. Donc ça permet aussi de faire un peu la différence entre le Mafat d'aujourd'hui et le Mafat longtemps. La vie de Mafat, c'est ça, tu vois, les gens sont encore très généreux, tout ce qu'ils ont chez eux, généralement, quand il y a du monde, pour faire plaisir, ils donnent toujours ce qu'ils ont. Là, tu vois, la quantité de fruits, Théa, elle finira jamais de manger tout ça, et puis ça fait toujours plaisir de donner des trucs que tu as dans ton jardin, quoi. Ça se passe encore un peu comme ça dans le cirque de Mafat. Et c'est ça qui est génial, en fait. Moi, j'arrive là, j'ai des mandarines, moi, je suis toute contente. Et puis Théa, ça lui fait plaisir de donner. Donc c'est génial. Je partage avec 2-3 personnes de La Nouvelle. Puis là, au moins, tu sais ce que tu manges, quoi. D'ailleurs, je t'invite à y goûter parce que c'est bon. Hein. Quand on va sur les orangers, tout ça, il est à Malheur, Horaire, ils cultivent encore pas mal.
Et la nouvelle, ouais, de moins en moins, malheureusement, c'est ce qui est dommage, quoi. Après, la génération d'aujourd'hui, ouais, ça bosse plus trop dans les champs. Nous, à l'époque de mes parents, on bossait beaucoup. Et puis, on était dans les champs tôt hein, pour aider les parents. Bon, c'est sûr qu'on n'avait pas les mêmes moyens, mais bon, au moins quand on voulait manger un peu de grains, du maïs, manioc, patates, on avait ce qu'il faut pour manger, quoi. Aujourd'hui, c'est plus facile pour les gens d'acheter en bas, de ramener ici que de planter, d'aller gratter et puis de faire son jardin, quoi. Après, les gens, ils font un petit bout de jardin, c'est atteint, mais plus assez de monde, malheureusement. Moi, j'aimerais que les gens se relancent, par exemple, je sais pas, dans l'agriculture ou dans les plantes médicinales, pour éviter qu'on rapporte tout débat, parce qu'on sait faire aussi les choses. Nous, nos parents, nos grands-parents, ils nous ont appris à faire beaucoup de choses, et malheureusement, ça se perd. Les jeunes d'aujourd'hui ne s'intéressent pas à ça. Les gens de Mafate, comme partout dans toutes les sociétés rurales, depuis l'occupation, depuis le peuplement de la Réunion, avaient appris qu'ils pouvaient utiliser les produits, les substances naturelles pour se soigner. Donc la médecine familiale qui utilisait les herbages s'est développée indépendamment de la création des dispensaires. J'ai même vu des gens, bon, ils acceptaient par exemple le médicament donné au dispensaire, mais en même temps ils continuaient à boire leur tisane et leur décoction. Là. Voilà. Bon, là, il est presque bon, là. Quand on était petit, il était malade. Tous, on avait mal au ventre. Les parents, ils faisaient bouillir un petit peu de tisane, ils nous donnaient. On voulait avoir un médecin. Il y avait un médecin à Sillaos, mais ce n'était pas tous les jours qu'il était là, donc on avait fait comme ça. Après, c'était vraiment, vraiment grave. On ne savait pas qu'est-ce qu'il avait. Et on mettait sur un brancard, on l'emmenait à Sillaos, quand même voir un médecin. Et si ça allait pas bien, on les laissait la personne à Sillaos et on revenait. Il n'y avait pas d'hôpital rien à Sillaos. On laissait avec quelqu'un qui pouvait garder une famille là-bas qu'on connaissait. Et... Ah, ça a bien évolué quand même par rapport à avant, autant petit, autant jeune aussi. Ben, ça a bien évolué maintenant, vraiment on est suivi. L'accès à la santé à Mafate, déjà il y a 2 missions par semaine, le lundi et le vendredi, où il y a des médecins et des infirmières qui y vont, et le CHU met en place des hélicos qui peuvent leur ramener et faire leur visite et tout. C'est pas toujours évident parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent parce que justement quand c'est un Mafaté qui appelle le SAMU, ils sont, suivant l'urgence ou suivant ce qui se passe avec la personne, ils ne sont pas forcément rapides sur la venue, contrairement à quand c'est un touriste, c'est un peu plus rapide, on trouve. Donc il y aurait peut-être des choses à améliorer éventuellement, parce que si un Mafaté appelle l'hélicoptère du SAMU pour se faire évacuer, c'est vraiment qu'il en a besoin, parce qu'on sait que l'hélicoptère ça coûte cher, donc on ne fait pas venir l'hélicoptère pour une rage de dents, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Quand tu vois qu'un touriste qui arrive ici, qui appelle parce qu'il est trop fatigué, il ne peut pas remonter au col des Bœufs à sa voiture, on vient le chercher. Et quand tu as un Mafaté qui a, on a vu sur les réseaux sociaux les différents coups de gueule qu'il y a eu pour beaucoup de personnes où les Mafatés étaient malades et dans des situations vraiment, vraiment délicates où ils ne sont pas venus, là tu te poses des questions quand même. Ma grand-mère, elle était gravement malade il y a 1 an de ça. Elle avait des baisses de tension, elle était vraiment dans un état assez critique, je croyais que j'allais la perdre. Et l'hélico n'est pas venu. Il n'est pas venu, on a dû appeler des hélicos civils dans le privé pour essayer de la faire descendre et tout, mais malheureusement il était super tard, les hélicos ne pouvaient plus voler. Et la gendarmerie, ils ne sont pas venus, ils sont venus le lendemain dans la journée. Alors que quand c'est un touriste je dis pas que c'est rien, c'est bien, il se tord la cheville, l'hélico est là dans moins d'1 heure. Et nous, quand on est gravement malade, j'ai l'impression que quand on est appelé, on est obligé de se faire passer pour des touristes pour qu'ils réagissent, quoi. Même tu te dis à quel rang on est, quoi, parce qu'on est des citoyens comme partout ailleurs, on paye nos impôts comme tout le monde, donc on doit être égal à tout le monde, quoi, on va dire. Et encore plus à Mafate, parce que ici on n'a pas de route. Si on veut aller chez le médecin dans l'urgence, on est obligé soit aller à pied, soit se faire évacuer par le PGHM, ou alors payer l'hélico, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde, quoi.
On part à Marla, où la kiné est déjà arrivée pour faire des séances de kiné aujourd'hui et demain. Allez, à tout à l'heure. Aurore, oui. T'es là? Oui. Wow. Mais je t'attendais. Tout le monde, c'est super. Désolée, on est un peu en retard là. Allez hop, on y va, on démarre. Ici, il n'y a pas de kiné, pas de sage-femme. Donc, toutes les femmes de Mafate n'ont pas de rééducation périnéale. Ça, c'est une chose qui m'a toujours choquée. Il y a 25 ans, quand j'étais médecin à Malheur, je trouvais ça absolument anormal. Et c'est toujours pareil, et ça ne se fait pas. Bonjour Elodie. Comment vas-tu? Ça va, toi? Qu'est-ce qui t'amène en kiné? Alors j'ai un peu mal au niveau du nerf sciatique. Alors je vais venir te mobiliser au niveau des jambes. Relâche bien. Tu relâches ou pas? Un petit peu sur le côté? Ouais. Ça va? Le problème, c'est que les ilettes de Mafate dépendent de 2 communes, Possession et Saint-Paul, qui sont, par exemple, sur un plan kiné, surdotées en kiné. Et on se retrouve devant cette aberration, on nous répond, il n'y a pas d'un kiné à Mafate, c'est une zone surdotée, puisque c'est commune Possession Saint-Paul. Donc il n'y a pas besoin. Faire comprendre à un administratif que Mafate, c'est différent, ben ça, c'est compliqué. Bonjour, écoute, il y a plein de choses pour les examens cliniques, pour les frottis, pour regarder les tympans, les oreilles. Et puis aussi, il y a l'échographe. En plus, là, je rapporte une table d'examen, une table de kiné, mais qui nous sert un peu pour tout ce qui est médical, tout ce qui est gynéco, quoi. Pour que les gens sortent du cirque, c'est quand même un peu compliqué. Et ça permet de faire des examens simples et performant et tout à fait utile, quoi. Tu veux le prendre? Voilà. Et on vérifie les lobes. Alors on a le lobe droit ici, qui est bien, on ne voit pas de nodules, tout petit kyste, mini kyste, rien du tout. Voilà. Et là on arrive sur le lobe gauche, qui est très bien aussi. Alors, un bel thyroïde. Super, belle thyroïde. Et en plus on voit que d'après l'aspect du tissu, de la couleur du tissu, du côté gris clair, ça montre que tu n'as pas de maladie thyroïdienne, tu n'as pas d'hyper ou d'hypothyroïdie. Là-dessus, on est rassuré. Salut Océane. Ça va? Depuis hier. La forme. Ça va? Ça Super, va. installe-toi, j'ai tout préparé. Voilà, l'utérus qui est vraiment la taille de notre utérus, c'est pas plus grand que ça. Voilà ce qu'est un stérilet, mais toi, on va te mettre que la petite partie au bout, bien sûr, tu vois. Moi, j'ai poussé un petit peu à la fin. Parce que nous, quand on descend dans les bas, on n'a pas vraiment de la chance de nous détailler tout ça au fait. On nous dit, bon, aujourd'hui on a un échographie, on dit, bon, on repasse sur une machine, tandis qu'ici, on nous explique les détails, on sait vraiment comment on est fait au fait, on sait vraiment qu'est-ce qu'on veut savoir au fait. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'ils sont là, ben, je viens au fait. Souvent, elles viennent avec des gynécos, elles viennent avec des cardiologues. Tu vas en bas, il faut 3 plombes pour avoir un rendez-vous. Franchement, s'il y avait d'autres associations qui feraient ça, ben, moi, je peux te dire que ce serait quelque chose. Hein, parce que ça, ces nanas-là, quand tu les vois, tu n'as qu'une envie, c'est de les aider, d'ouvrir la porte pour dire allez, on fait ci, on fait ça. Elles sont tellement motivées et puis c'est du bénévolat qu'elles font. On est bien conscient que de venir même 3 jours de suite, une fois par an, pendant 3 jours à Mafate, enfin de la kiné, ça ne sert à rien. Si derrière, il ne s'installe pas quelque chose de pérenne.
Donc ça, c'est ça qu'on aimerait. On aimerait que l'association arrive à mettre en place des choses pérennes, qui restent, arriver à casser ces freins administratifs ou ces bâtons dans les roues qui sont pénibles. Mafat, ça reste Mafat, il faut adapter là, en fait, les règlements et tout le reste à notre façon de vivre, à notre point géographique, à beaucoup de choses en fait. « 14,9. On profitera de la prendre plusieurs fois. Et puis là, tu viens quand même de... Si un jour on est trop malade, c'est ce que je me dis. Des fois, on dit on est jeune, là, on veut habiter Mafat, mais un jour, quand on sera malade et qu'on aura besoin de soins médicaux qui ne peuvent pas se faire ici, eh ben, on sera obligé de partir. J'espère que je n'aurai pas besoin de partir. Il n'y a pas de vie dans les camps, il n'y a pas de marronnage, de grand marronnage sans les femmes. Parce que si avec les gars, ils sont capables, hein, les gars sont toujours capables de combattre, de se battre et d'aller attraper de la volaille et tout. Hein. Mais qui a assuré la vie, la pérennité de la vie, c'est les femmes marronnes. Et les gens, quand ils ne connaissent pas Mafat, ils ne savent pas par quel parcours tu passes. Parce que Mafat, c'est Mafat. Hein. On a grandi ici sans connaître... au départ, on ne connaît pas la ville quand on est petit. Et après, on évolue. Les gens, ils croient qu'on ne sort pas de Mafat. Et si, on sort de Mafat. On voyage, on fait de tout, on fait comme tout le monde. Mais après, les gens, ils ne connaissent pas Mafat. Il faut connaître hein, le parcours des jeunes enfants ici, qu'il faut aller à l'école de l'extérieur. Il y en a qui restent, il y en a qui partent, il y en a qui reviennent. Il y a une grande histoire autour de Mafat. Surtout les enfants qui sortent de Mafat, surtout. C'est cool de vivre en enfance à Mafat. J'ai eu de la chance d'être originaire de là-bas et d'avoir vécu là-bas. Donc pour moi, la vie à Mafat, elle est bien. C'est une vie paisible, sans bruit. S'il y a le bruit d'hélico, mais on est habitué parce que c'est notre quotidien, l'hélico. Mais c'est une vie pas comme ici. Je regrette pas d'avoir grandi à Mafat. Et un jour, j'aimerais transmettre ça à mes enfants si j'en ai l'occasion d'avoir des enfants. La vie en elle-même que j'aime à Mafat. Après, j'ai le choix d'aller habiter en métropole parce qu'on a une superbe maison en métropole. J'ai un mari là-bas, je pourrais rester là-bas en métropole parce que là-bas, il y a de quoi faire, il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire à Mafat. Beaucoup de gens à ma place, je pense, ils disent que je suis folle de rester là. Mais non, c'est la vie de Mafat qui me plaît. C'est cette vie, c'est de pouvoir sortir à pied, rentrer à pied, de batailler pour arriver à quelque chose. C'est cette vie qui me plaît en fait. C'est pas tout à t'avoir comme en ville. Tu es là, tu vas courir chercher 2 baguettes en voiture, ça ne m'intéresse pas moi. La nature, le réveil, la montagne, l'air, j'aime tout. Mais moi je suis né à Mafat, j'ai grandi à Mafat, je suis fier de moi. Je ne suis pas plus qu'un autre de toute façon. Je suis un être humain comme tout le monde, même si je suis à littoral, j'habite partout, je serai pareil. Hein. Je suis fier d'être Mafat. Je suis bien. Très fière de dire que je viens de Mafat et même malgré les critiques des gens autrefois, moi j'ai jamais caché que je venais de Mafat, j'ai toujours dit que j'étais une Mafataise et je le précise toujours, je suis fière de l'être, c'est ma force et j'aime les Mafatais. Voilà, moi je suis Mafataise, je suis née là. Mes parents, mes grands-parents, tout le monde était là. Voilà, on n'a pas envie que Mafat se dégrade, on a envie que ça reste comme ça. Et après, oui, moi j'aime, voilà, en tous les cas, j'aime Mafat, mais moi j'aime bien Marla. Si on me dit d'aller habiter dans une autre îlette, non, moi j'aime bien, voilà,
chez moi où j'ai grandi. Et les randonneurs, voilà, prenaient soin de nos sentiers, ne salissaient pas trop. Ça m'irait bien, voilà, de rester comme ça, de rester avec cette belle nature. Et puis, pas de route, pas de voiture, pas de surdéveloppement, que ça reste un peu authentique, quoi, c'est ça. Il faut qu'on défende notre patrimoine, il faut qu'on défende notre mode de vie. Et puis, si on veut que les choses restent un peu comme ça, il faut savoir aussi le dire, quoi. En tout cas, tant que je pourrais défendre ce joyau, je le ferai. Après, je ne sais pas jusqu'à quand, mais tant que je pourrais le faire, je le ferai. Et parce que j'y tiens, en fait, à cette nature, à ce patrimoine que nous ont laissé nos parents. J'y tiens beaucoup.